Bien, Monsieur le Président Daniel Sisco, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux, en qualité de chef de la Miviludes, de pouvoir vous parler, vous dire quelques mots. Je ne veux pas être long parce qu'il y a des intervenants de grande qualité qui prendront la parole sur ces sujets tellement importants. Mais je voudrais d'abord saluer toute l'action de l'ADFI Paris qui a été essentielle pendant maintenant un demi-siècle et qui, en 1975, a été créé dans un contexte d'ignorance à peu près généralisée du phénomène sectaire et des dangers qu'il pouvait représenter. En 1975, puisque c'est à cette époque, au cours de cette année, que l'ADFI Paris a été créée, à cette époque, il y avait quelques inquiétudes concernant des mouvements comme l'Église Moon, qui vient de perdre d'ailleurs sa reconnaissance légale au Japon. Il y avait quelques inquiétudes sur un certain nombre de mouvements, sur un certain nombre de communautés également, des communautés, j'allais dire, qui prônaient une liberté échevelée et qui parfois cachaient des désastres, des familles détruites, des abus sexuels qui à l'époque étaient très peu dénoncés et qui laissaient parfois leurs adeptes dans un grand sentiment de déréliction. En 1975, il n'y avait pas de critique virulente de la science, il n'y avait pas non plus de réseaux sociaux qui ont apporté peut-être des éléments positifs, mais aussi beaucoup de difficultés, j'y reviendrai. Et il y avait encore très peu d'acteurs de lutte contre les dérives sectaires en France. Le secteur associatif, là aussi, a été précurseur, et c'est sur la base de ces actions, de cette énergie, que l'État a pu, en France, prendre en charge cette question au cours des années 80 et surtout des années 90, grâce à des rapports parlementaires d'abord, et puis également par un plan, par des mesures ministérielles. On estime souvent qu'on ne fait pas assez, et c'est tout à fait légitime. Malgré tout, au cours de ces années 80, 90, c'était une nouveauté, et bien des pays estiment que nous avons un dispositif en France qu'ils voudraient bien mettre en œuvre également dans leur pays, y compris en Europe. Nous avons reçu récemment une délégation espagnole qui souhaite mettre en œuvre un programme de lutte contre les sectes destructrices, selon leurs termes, en Espagne. Mais il y a d'autres pays qui se sont tournés vers nous ou qui ont mis en œuvre d'autres dispositifs, comme aux Pays-Bas, par exemple. En Belgique, ça fait quelques années également. 1975, donc on est 50 ans, c'est plus qu'un âge de sagesse, c'est un âge de maturité. On est bien placé pour le savoir. Et à cette époque, il y avait quelques voix qui s'exprimaient. Je pense notamment au psychiatre américain Robert J. Lifton, qui avait, au cours des années 60, estimé que certains nouveaux mouvements religieux connaissaient une forme de totalitarisme, et il faisait à l'époque le parallèle avec la Chine de Mao. Il parlait du totalisme, une notion qui a finalement pas été tellement, qui ne s'est pas tellement répandue, mais qui exprimait bien cette forme d'asservissement des personnes au sein de certains groupes par le phénomène de l'emprise mentale. Je ne vais pas faire l'historique de l'ADFI, puisque vous le ferez, mais je pense qu'il faut mesurer le chemin parcouru et tout ce que le secteur associatif a apporté et continue d'apporter à cette politique de lutte contre les dérives sectaires, en lien aussi de manière très concrète, parfois avec des préfectures, puisque c'est la présence des associations sur le terrain qui permet de créer un écosystème avec les acteurs publics. Et donc au niveau central, on peut accompagner, faire connaître, renforcer, aider au financement. Mais enfin, c'est ce qui fait la chair de cette politique publique. Ce sont les associations comme la vôtre, cher Daniel Sisco, l'ADFI Paris, qui a mené toutes ces actions. Alors l'État a fait des choses, et notamment dans la période récente, les assises nationales de
la lutte contre les dérives sectaires, qui a réuni 200 professionnels, des parlementaires pendant 2 jours, et qui a permis de définir une stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires, et notamment une loi, parce que ça a été un combat, une loi qui a été adoptée le 10 mai dernier, et qui prévoit un certain nombre de mesures. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, simplement vous dire déjà que l'enjeu, c'était aussi de pouvoir faire reconnaître de manière plus simple un certain nombre de phénomènes, notamment l'infraction du placement ou de maintien en état de sujétion, pour qu'on retienne de la même manière qu'il y a 20 ans, on ne comprenait pas très bien ce que c'était le harcèlement. Aujourd'hui, on le comprend mieux. Eh bien, de la même manière que le harcèlement est réprimé parce qu'il nuit à la santé, eh bien, cet état, ce placement en état de sujétion est réprimé parce qu'il nuit également à la santé, avec des conséquences qui peuvent être dévastatrices, y compris à long terme, par une perte d'autonomie sur des choix notamment intimes de la vie. Le choix du conjoint, par exemple, on voit très souvent des personnes eh bien, n'être plus capables de prendre ce type de décision, et les professionnels nous en parlent très régulièrement. La répression est nécessaire dans ce domaine. Il ne faut pas être angélique, et il faut des services d'enquête, il faut comment dire, des magistrats sensibilisés sur ces questions, et nous nous y employons. C'est quelque chose d'important. Nous avons augmenté le nombre de signalements à la justice de manière très conséquente au cours des 2 années écoulées en particulier. Et il y aura des annonces qui seront faites dans le cadre de la publication du rapport d'activité qui aura lieu mardi, si tout se passe bien. Mais ce que je voudrais vous dire, et vous le savez déjà pour un grand nombre d'entre vous, c'est que la répression en la matière ne fait pas tout. Et c'est la raison pour laquelle la prévention est le premier axe de la stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires, parce que, compte tenu des phénomènes qui peuvent survenir dans le domaine de la santé, du bien-être, du développement personnel, des cultes, de l'éducation, du coaching, lorsqu'on se penche sur l'émergence de communautés nouvelles également qui peuvent créer un certain nombre de préjudices, eh bien, il faut déjà être sensibilisé, mieux faire connaître le phénomène. C'est ce qui s'est passé avec la campagne de sensibilisation du gouvernement, mais les acteurs associatifs sont, encore une fois, absolument essentiels en la matière. Et finalement, la République ne travaille jamais mieux que lorsqu'elle travaille de concert avec la société civile et en l'occurrence avec ces acteurs associatifs majeurs. Alors vous dire que tout est réalisé, tout va bien, bien sûr que non. Nous avons des menaces importantes, toujours, peut-être plus que jamais, sur certains plans. Et je dirais qu'il y a deux champs qui sont visés dans cette stratégie nationale, mais j'en citerai 2 en particulier. C'est l'accompagnement des victimes et deuxièmement, la manipulation de l'information, qui est le début de la manipulation mentale. L'accompagnement des victimes, je vous le dis parce que je suis magistrat et je le dis d'expérience, enfin j'ai été magistrat en tous les cas pendant 20 ans, c'est que finalement l'accompagnement des victimes n'a pas été tellement intégré au processus judiciaire aujourd'hui. C'est peut-être curieux de vous le dire ainsi, mais c'est la réalité. Le code de procédure pénale n'a pas été fait pour permettre cet accompagnement des victimes. Et on le voit avec l'émergence notamment des abus sexuels commis au sein d'un certain nombre de communautés, la voix des victimes que l'on entend beaucoup plus. On se rend compte qu'évidemment la répression ne fait pas tout et ne permet pas de réparer en elle-même, par magie, les troubles que vivent les adultes qui étaient des enfants notamment, qui ont été abusés. Et donc la société fait entendre sa voix pour dire combien il est nécessaire aujourd'hui d'avoir des enceintes citoyennes qui peuvent être également comment dire, plus médicalisées ou en tous les cas orientées sur l'aide offerte par les professionnels de santé. Mais il y a également une dimension citoyenne qui est rappelée en permanence.
Donc nous devons à l'évidence travailler davantage en partenariat encore avec les acteurs de la société civile, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse des associations évidemment, qu'il s'agisse également des ordres des professionnels de santé. Nous le faisons, nous avons signé des conventions avec l'ensemble des ordres des professionnels de santé, mais également les représentants des cultes, même si c'est une question qui est toujours sensible et jamais évidente en France. Deuxième chantier, et qui là est peut-être, qui est tout aussi important, c'est la manipulation de l'information. Et je sais qu'après moi, il y aura des discours bien plus savants qui seront tenus sur ce sujet, mais à l'évidence, on est loin du compte sur ce plan, et c'est devenu, ça devrait devenir, en tout cas, si ce n'est une cause nationale, en tout cas quelque chose qui devrait tous nous mobiliser. La désinformation médicale, en particulier sur les réseaux sociaux, est une vraie menace. La question des algorithmes de recommandation, la manière de mettre en valeur tel ou tel contenu, parce que l'internaute ne choisit pas les contenus qui lui sont proposés. Et donc, lorsqu'il s'agit de mineurs, encore plus, eh bien, évidemment, les menaces sont encore renforcées. La représentation nationale a voté une loi qui, vous savez, interdit l'accès de mineurs de moins de 15 ans aux réseaux sociaux. Malheureusement, dans une société démocratique comme la nôtre, la mise en œuvre pose un certain nombre de problèmes. D'où la nécessité d'une information, alors d'une régulation aussi, je l'indique, puisqu'il faut toujours les deux, de la régulation, parfois de la répression lorsque c'est nécessaire, et puis de la sensibilisation, de la prévention. Dans le domaine du numérique, il y a ce règlement européen sur les services numériques et qui définit notamment les risques systémiques qui existent, non pas pour des choses qui seraient complexes, mais pour la société, pour nos jeunes, pour les adultes qui peuvent être menacés en utilisant simplement cet objet. Aujourd'hui, nous chargeons, nous essayons, en tous les cas avec les moyens dont on dispose, d'analyser ces risques systémiques pour en informer l'ARCOM, qui elle-même, l'ARCOM, en réfère au niveau européen, à Bruxelles, pour faire valoir ces risques systémiques. Nous avons proposé avec le secteur associatif une adresse numérique, numérique-mivilude@intérieur.gouv.fr. Tout ça sera écrit à nouveau dans notre rapport d'activité pour analyser ces risques. C'est pas quelque chose de théorique, puisque les grands réseaux sociaux peuvent être responsables jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires mondial en cas de création de survenance de préjudices, de dommages et de risques systémiques constatés au sein de la population. Donc c'est une question dont il faut certainement s'emparer davantage au sein de l'État, au sein des associations. C'est aussi l'avenir certainement pour le renouvellement des générations au sein des associations, en particulier spécialisées dans la lutte contre les dérives sectaires. Mais c'est aussi la question de tout à chacun, puisque nous avons une possibilité de signaler ces éléments-là, de les faire savoir par tous les moyens possibles, bien évidemment, mais également de nous les signaler pour qu'on puisse en tenir compte. Aujourd'hui, vous avez des organismes d'État comme Viginum qui s'occupent de la manipulation de l'information, mais sur un versant plus régalien, également sur l'organisation des élections. Mais la manipulation de l'information ne fait pas du mal qu'à l'État ou au processus démocratique, il fait du mal aussi aux individus, aux familles, et on doit en avoir conscience, on doit l'analyser, on doit le faire savoir, on doit le dénoncer, et on doit le faire sanctionner, évidemment, toutes les fois que c'est possible. C'est pas suffisant toujours, bien évidemment, il faut aussi de l'esprit critique. Et là, je salue notamment l'action de Gérald Bronner. J'étais dans l'amphithéâtre de la Sorbonne il y a 2 jours et je dois dire que c'est quelque chose de très réjouissant et de très utile d'entendre ces propos sur quelque sorte ces manuels de défense intellectuelle, si l'on peut dire, et proférés avec brio, avec le talent que l'on connaît à Gérald Bronner. Il y a également un autre événement au sein duquel je me rendrai également, les rencontres de l'esprit critique
près de Toulouse, à la Beige, qui est organisée par Willy Lefranc le 12 avril prochain. Et j'y tiens beaucoup parce que la défense de l'esprit critique, c'est aussi une nécessité vitale qui déborde, qui va au-delà évidemment de la question des seules dérives sectaires, mais c'est une nécessité en la matière parce que on ne peut pas faire face aujourd'hui à ce déluge d'informations, d'images, de discours qui nous sont en partie un petit peu imposés, voilà, sans faire usage d'une réflexion, d'un retour sur soi-même et d'une capacité à pouvoir examiner soi-même la manière dont on se comporte. Et je dois dire que, comme tous les parents, j'étais vigilant sur la manière dont mes enfants utilisaient les réseaux sociaux, mais enfin, je dois dire aussi, avec une certaine forme d'humilité, qu'ils m'apprennent peut-être davantage encore les risques auxquels je peux m'exposer. Donc ça, c'est vraiment, je crois, quelque chose qu'il va falloir travailler encore davantage, à la mesure, bien sûr, de nos moyens. On ne peut pas laisser de côté les signalements très graves qui nous sont adressés et que nous devons dénoncer à la justice. Mais je crois que la prévention, et c'est d'ailleurs le sens de la stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires, la prévention est encore plus importante parce qu'il faut à tout prix empêcher la survenance de ces dommages. Malheureusement, lorsque les dérives sectaires se déroulent jusqu'à leur terme, eh bien, on constate un champ de ruines, une catastrophe, des préjudices extrêmement lourds, beaucoup de souffrances, des familles détruites. Et c'est la raison pour laquelle nous devons tous nous mobiliser sur ces questions-là. Donc, encore une fois, je souhaite vous exprimer toute mon admiration, tout mon respect pour l'ADFI Paris, des acteurs comme les vôtres qui avaient su, en tant que sentinelles, eh bien, montrer le chemin à la collectivité publique. C'est quelque chose de tout à fait essentiel et vous pourrez en tous les cas toujours compter sur le soutien de la Miviludes. Je vous remercie.